comme tous les ans, on fait une soirée qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire qui est un peu tournée sur les questions de l'art, les relations entre l'art et la politique et autres. Donc cette année, comme ça ne nous a pas échappé, c'était le centenaire de la Révolution russe. Il y a un des thèmes donc, qui est très important dans la Révolution, même si ce n'est pas ce qui va prendre le pas peut-être dans un certain nombre de débats, c'est l'explosion artistique, des avant-gardes artistiques qui naissent de la Révolution. Alors, elles ne naissent pas de rien, hein, c'est un peu ça qu'on va voir avec Hervé. Évidemment, il y a des choses qui existent avant, mais il va y avoir, au moment de la Révolution, véritablement une explosion artistique, et ce, dans tous les domaines, que ce soit la peinture, le théâtre, y compris l'éducation pour les enfants, toutes ces choses-là vont littéralement exploser. C'est une temporalité qui va être assez brève, hein, en gros une dizaine d'années, pas plus, mais qui va être d'une inventivité absolument extraordinaire, dont on a aujourd'hui encore les traces, heureusement. Donc, je passe tout de suite la parole à Hervé, qui va vous parler des trois M, en fait, Malevich, Meyerhold et Mayakovsky, plus quelques autres même. Oui, je voudrais commencer, merci de votre présence, je voudrais commencer par une autocritique un peu, parce que tout à l'heure, je relisais cette présentation et je me disais, bon, on réinvente les choses, en fait. Enfin, on n'est jamais dans la peau du tendu, comme dit Beckett. Et c'est vrai que finalement, on ne sait jamais les contradictions qu'ont traversées les gens, ce qu'ils ont vécu, comment ils se situaient par rapport aux choses. On réinvente un peu, toujours. Bon. Donc j'ai essayé de tracer une ligne, mais évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes à l'intérieur des mouvements, à l'intérieur des individus eux-mêmes, qui sont scindés entre différentes tendances, si je puis dire. Et c'est très, très net dans cette période des avant-gardes. Donc j'ai tracé une ligne. Je finis par une fin un peu polémique, en tout cas je l'espère, et j'espère que ma fin polémique entraînera quelques discussions. Ça commence comme ça pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution d'octobre, écrit en 1918 à Petrograd, la pièce Mr. Bouffe, qui réunit trois artistes emblématiques, puisque le texte est de Mayakovsky, la mise en scène de Meyerhold et les décors de Malevich. Et ce sont ces trois créateurs qui vont nous servir de fil rouge, si je puis dire. La pièce d'abord. Représentation allégorique de la Révolution, Mayakovsky tente d'y retrouver, par-delà le théâtre psychologique du XIXe siècle, la résonance populaire du théâtre médiéval. Cette première pièce, soviétique, traite son sujet de manière épique. Mystère, c'est ce que la Révolution a de grand, dit Mayakovsky. Bouffe, ce qu'elle a de comique. Mayakovsky exalte le peuple et le communisme, oppose le monde capitaliste au monde prolétaire. La pièce est très liée au théâtre de foire, au cirque, elle est militante, elle attaque les mencheviks, met en scène des ouvriers en blouse grise et raille la révolution. D'abord, qui sont les trois protagonistes? Donc le premier, Vladimir Mayakovsky, qui a... je pensais à ça en regardant ce matin, je ne sais pas si... Guy Debord parlait de ses amis de l'international situationniste et disait ils ont des belles têtes de voyous. Hein. Voilà, tout à coup je me disais, voilà, il y a une belle tête de voyou chez Mayakovsky. Mayakovsky est né en Géorgie en 1893, il est mort à Moscou en 1930. Il adhère au parti bolchevique en 1908. Un poète futuriste, il rejette le traditionnalisme et exalte le modernisme. À l'instar des futuristes italiens, qui, eux, comme vous savez, rallient le fascisme, les Russes défendent une vision poétique de la machine, mais ils s'en distinguent en rejetant toute métaphysique et en adhérant au marxisme. Le futurisme justifie les bouleversements du présent au nom du futur. C'est un peu le sujet que je vais traiter finalement. Hein. Donc, à foi dans une progression inéluctable de l'histoire. En 1912, il co-signe le manifeste futuriste Soufflet au goût du public, qui revendiquait les droits des poètes à une haine irrépressible envers la langue existant avant eux. En 1915, dans son grand poème « Nuages en pantalon », il attaque seul le monde tel qu'il est. Il s'enflamme pour la Révolution de 1917, ode à la Révolution, à tel point qu'on le nommera « bolchevique du futurisme ». En 1923, il fonde autour de la revue L'Ef le groupe du Front de gauche de l'art. Frappé douloureusement par la mort de Lénine, le plus terrien des hommes de la Terre, écrit-il. Il stigmatise en 1929 les prolétaires embourgeoisés par la NEP dans sa pièce
la punaise. Puis en 1930, l'année de son suicide, il fait le procès dans les bains publics de la bureaucratie soviétique hostile à l'invention d'une machine à remonter le temps. Meyerhold, acteur et metteur en scène, né à Penza en 1874, d'abord acteur chez Stanislavski, puis metteur en scène des théâtres impériaux. Il élabore dans son studio de recherche un langage scénique fondé sur la décomposition et le montage des éléments vocaux, sonores, rythmiques, plastiques et gestuels. Il invente la biomécanique, mais je reviendrai sur ce point. Il inaugure le premier théâtre de la République des Soviets en 1920, où ses mises en scène militent pour la Révolution. Premier metteur en scène constructiviste, un mouvement pour lequel l'art doit être soumis à des fins utilitaires au nom de l'objectivisme. Il fut par la suite accusé de négliger le réalisme socialiste. Sa troupe fut dissoute en 1938. Arrêté en 1939, il fut exécuté en 1940. Enfin, Malevitch, peintre et écrivain né à Kiev en 1878. À partir de 1908, il allie dans des scènes de travail le dessin simplifié de Gauguin et Matisse, un traitement de la forme et de la couleur inspiré par l'imagerie populaire. Puis ensuite, interprétant les apports du cubisme et du futurisme, il crée des personnages massifs, avant de s'orienter vers la non-figuration et l'abstraction, c'est pour ça qu'il est connu. Il invente le suprématisme, art radicalement non figuratif, monde sans objet. Il s'intéressa à l'architecture avant de revenir au portrait. Bon, la question que je poserai, la question qui va m'intéresser sera: le bolchevisme est-il pensable en termes artistiques? Ou bien y a-t-il une esthétique communiste avant le réalisme socialiste, évidemment? Alors à première vue, oui, si l'on en croit à certaines descriptions de l'époque. Alors que la plupart des intellectuels s'enfuient ou se cachent, refusant toute collaboration avec les bolcheviks, une étrange atmosphère de fête, de kermesse, même sous les balles, s'empare des rues. Ce n'est pas seulement dans les cafés littéraires que les poètes récitent leurs œuvres, mais dans les rues, sur les places publiques, dans les cours d'usine, devant un public nouveau d'ouvriers, de soldats qui lisent eux aussi et récitent les poèmes de Demian Bedny, tandis que prennent fin les dernières soirées poétiques du futuriste Igor Severianine. Nombreux sont les poètes qui, moyennant un peu d'argent, récitent leurs œuvres en public, devant des jeunes gens affamés, tandis que les gardes rouges fouillent les passants et confisquent les armes prohibées. Partout, on assiste à des meetings spontanés, autour d'un orateur politique ou d'un poète. Dans ces meetings que l'on suit avec une attention passionnée pendant des journées entières, ce sont souvent les poètes qui recueillent le plus grand nombre d'applaudissements. Benjamin Gorielli décrit ainsi l'atmosphère de ces journées. Il dit « une ivresse du rythme en pleine famine ». Les locaux où les poètes récitaient leurs œuvres étaient immédiatement envahis par un nombreux public, fort mélangé, venu là dans le seul désir d'entendre réciter des vers. Le politicien, l'artiste, l'ancienne cocotte, la lycéenne, l'étudiant, le paysan illettré, venu d'un village perdu, l'ouvrier militant et le soldat mutilé se pressaient dans ces salles. Comprenaient-ils ce qu'on leur disait? Sentaient-ils le charme des images de poètes comme Esnine, Pasternak? Saisissait-il la poésie d'outre-raison de Klebnikov, de Krouchenik? Ou n'était-ce pas le rythme rapide, cassant, changeant, enivrant qui les entraînait? N'était-ce pas l'avalanche de paroles, la musique des mots, l'alcool brûlant de la forme qui charmait cette foule venue de toutes les classes et de tous les coins de la Russie? Je crois que c'était le rythme, et surtout le rythme de la nouvelle poésie qui les attirait. Alors, il faut dire que la pénurie de papier favorisa l'expression poétique orale. On vivait dans les décors constructivistes et suprématistes de l'an 2000, tout en faisant la queue devant les magasins, tandis que l'on brûlait des livres pour se chauffer et que l'on ne savait pas si l'on vivrait encore le lendemain. Bertolt Brecht, dans Les Arts et la Révolution, parle de littéralisation des rues. Il dit « Les photographies de la Révolution russe, non seulement celles de 17, mais aussi celles de 1905, montrent une curieuse littéralisation de la rue. Les villes et même les villages sont constellés de formules, comme de symboles. La classe qui s'empare du pouvoir inscrit à grands coups de pinceau ses opinions et ses mots d'ordre sur les édifices dont elle s'est emparée. Dès les premiers jours, on voit apparaître de nouvelles formes d'expression et de communication artistique qui répondent sans doute à des nécessités politiques, mais aussi à une nouvelle sensibilité. La nécessité de développer la propagande parmi les soldats et les paysans, sur le front comme en province, donne naissance à un travail d'agitation unique. Des milliers d'affiches sont imprimées, des expositions de peinture itinérantes. Les bibliothèques sont dirigées vers toutes les provinces, même les plus éloignées.
Des ouvriers, des soldats collaborent à cet immense travail d'agitation, mais aussi Mayakovsky, Meyerhold, Eisenstein, Malevich, Tatlin et même Chagall. La nécessité d'agir sur des masses souvent illettrées impose un style. L'image, la couleur, l'humour, le slogan devaient permettre d'éviter des textes imprimés incompréhensibles. Les affiches de Mayakovsky sont des modèles du genre. Soldats, ouvriers, capitalistes aux dents de requins pouvaient se passer de légendes et frappaient l'imagination. La littéralisation des rues est un phénomène capital qui s'inscrit dans la métamorphose complète de la vie quotidienne qui suit Octobre et qui marque, malgré la détresse et la famine, les rapports que chacun entretient avec l'art, avec la poésie, avec le travail. Tous les témoignages que l'on peut lire sur cette époque insistent sur l'étrangeté des rues, des villes, dans les années révolutionnaires. Elles frappent par leurs panneaux multicolores, leurs fêtes, leurs affiches, leurs meetings, leurs banderoles. La ville elle-même, avec ses murs, ses immeubles, ses places, semble devenir un gigantesque poème, parfois futuriste, où les peintres les plus étranges voisinent avec les slogans politiques. La Révolution modifie spontanément le visage des rues, car elle modifie les rapports entre les hommes. La rue se trouve investie des significations nouvelles par rapport à ce qu'elles étaient avant. Lieu de passage, lieu de négoce, elle devient lieu de rencontre, d'attroupement, de combat, mais aussi de fête. Les fêtes du 1er mai furent étonnantes. Voilà comment le poète Demien Bedny les évoque. Des millions de pieds, un corps, l'emplâtre éclate. Des millions, une masse, un cœur, une volonté, un pas, le même pas, le même pas. Ils approchent, marchent, marchent. Les fabriques du quartier, couvertes de suie, les culs de basse-fosse, des angles boueux, ils marchent. Ses doigts se resserrent comme des tenailles. Sur les chairs millénaires qui éclatent dans un bruit de ferraille, le nouveau maître marche dans les rues comme des taches de sang. Les drapeaux rouges s'agitent au-dessus de lui, des points de fer se dressent très haut, gémissent les ossements bourgeois, mais il est dit « Tout cela est à moi ». Les rues, les palais, les canaux, les bourses et les banques, les galeries, les greniers à blé, l'or, l'étoffe, la nourriture, la boisson, les bibliothèques, les théâtres et les musées, les constructions, les boulevards, les jardins, les allées, les œuvres de marbre et de bronze, les poèmes du poète, les chansons du chanteur, les tours, les bateaux, les cathédrales, partout dans le pays, tout cela est à moi. Les maisons grondent, les rues crient, le géant se tient ferme sur ses pieds. Ajoutons les très nombreuses fêtes populaires auxquelles participent des centaines d'ateliers et le développement du théâtre de rue qui mobilise des milliers de personnes, les représentations de théâtre pour enfants sur les tramways, entre autres. Jusqu'en 1920, presque tous les événements politiques importants, les événements politiques, économiques, militaires, seront représentés dans les rues. Par exemple, durant l'été 1920, on célébra à Leningrad la fête du 1er mai par une pièce intitulée « La libération du travail ». La direction est assurée par le peintre Annenkov. Des acteurs professionnels se mêlent à 2000 soldats. Il devait y avoir au milieu de cette mise en scène un mur avec au centre une porte dorée. Derrière le mur se faisait entendre l'appel d'une musique gaie et on apercevait des lumières multicolores qui symbolisaient le monde nouveau. Devant la porte, des prisonniers, des esclaves aspiraient à pénétrer dans le royaume de la liberté, de la fraternité, de l'égalité. On apercevait les esclaves occupés à de lourds travaux sur les marchés. Ils sont enchaînés. Une fanfare annonce le passage des oppresseurs, des possédants, des prêtres. Et à la tête de cette procession qui gravit l'escalier, on voit l'empereur de Byzance avec sa tiare. Nul doute, il exista une émotion collective communiste. Mais un petit détour s'impose par deux notions communes à la politique communiste et à l'art de ces années si l'on veut aller un peu plus loin. Les deux notions sont l'avant-garde, du passé faisant table rase, et c'est vrai que les artistes ont posé cette condition très loin, on va voir jusqu'où, et l'homme nouveau, parfois appelé homme du futur. Alors d'abord, le terme d'avant-garde, au sens artistique du terme, j'ai fait des recherches et pour moi, le premier qui l'utilise dans le sens artistique, c'est le comte de Saint-Simon, des Saint-Simoniens, dans Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, publié à Paris en 1825. Et c'est le premier à avoir utilisé le terme d'avant-garde dans un sens dépassant la simple portée militaire pour lui donner un contenu plus large, surtout révolutionnaire. Saint-Simon dit « C'est nous, artistes, qui servirons d'avant-garde. La puissance des arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. Nous avons des armes de toute espèce. Quand nous voulons répandre des idées neuves parmi les hommes, nous les inscrivons sur le marbre ou sur la toile. Quelle plus belle destinée pour les arts
que d'exercer sur la société une pression, un véritable sacerdoce, et de s'élancer en avant de toutes les facultés intellectuelles à l'époque de leur plus grand développement. Le même sens révolutionnaire sera repris un peu plus tard dans un texte d'un critique un peu oublié aujourd'hui, Gabriel Désiré Laverdan, dans un texte qui s'appelle « De la mission de l'art et du rôle des artistes », paru en 1845, et il dit « L'art, expression de la société, exprime dans son essor le plus élevé les tendances sociales les plus avancées. Il est le précurseur et le révélateur. Or, pour savoir si l'art remplit dignement son rôle d'initiateur, si l'artiste est bien à l'avant-garde, il est nécessaire de savoir où va l'humanité et quelle est la destinée de l'espèce. » On voit tout de suite que dans ces deux cas, la compréhension de l'histoire est, qu'on dirait aujourd'hui, très historiciste. C'est-à-dire qu'on a une ambition d'avoir une compréhension tout à fait nette du développement historique. Et du reste, ça va être un petit peu la même chose juste un peu après. Le terme avant-garde se charge d'un contenu sociologique et artistique. Il est repris par les tenants de la dialectique hegelienne. Donc l'avant-garde y est donné pour la vision antithétique d'un groupe d'artistes à un moment donné de l'évolution artistique. Celle-ci est ensuite absorbée par le corps social dans son moment de synthèse, jusqu'à ce qu'un déséquilibre apparaisse à nouveau qui sera également réduit par l'évolution dialectique. Bon, donc tout ça s'enchaîne assez bien. Disons dans l'aspect artistique des choses. Donc que fait en 1902 Lénine invente le terme de parti avant-garde. La révolution sera organisée par des professionnels qui constituent l'avant-garde de la classe ouvrière. Bon, on peut définir l'avant-garde artistique comme suit: pratique des artistes qui rejettent la totalité des traditions antérieures propres à leur art et qui du passé font table rase et construisent leur œuvre à partir de principes nouveaux. Les avant-gardistes se perçoivent comme révolutionnaires et beaucoup éprouvent de la sympathie pour la révolution sociale et politique. Ils voient une parenté entre révolution artistique et révolution politique. Comme l'écrit le poète Biéli en 1917, le révolutionnaire et l'artiste sont unis par la flamme de leur enthousiasme. Maintenant, l'homme nouveau, c'est le deuxième thème qui m'intéresse. Bon, pour les communistes révolutionnaires, l'homme nouveau est le résultat obtenu par le passage transitionnel d'une société capitaliste à une société socialiste. L'homme nouveau est supposé bon, fraternel, égal aux autres. L'idée d'homme nouveau n'a pas reçu une définition opérationnelle et on ne lui a dédié aucun ouvrage programmatique. Sa caractérisation peut être recomposée, c'est ce que j'ai essayé de faire, à partir de fragments, extraits d'ouvrages et de discours. Les représentations sociales générées par les diverses assertions sur le thème de l'homme nouveau ont subi avec le temps des ajustements et des distorsions. Lénine a trouvé le portrait de l'homme nouveau dans le texte de Nicolas Tchernychevsky, Quoi faire ou que faire, de 1860, dont le sous-titre est précisément « Esquisse des hommes nouveaux ». L'auteur fut considéré par Lénine comme une espèce de mentor. Rametov, le héros principal du livre, fut le modèle décisif pour l'élaboration du prototype léniniste de l'homme nouveau. Voilà à nouveau le passage d'une notion de l'art à la politique, passage repérable également dans la notion d'avant-garde. Lénine a essayé de consolider théoriquement le processus grâce auquel le monde ancien est changé en un autre, formé d'hommes nouveaux, reconnaissant dès le début comme élément fondamental de leur changement la conscience socialiste. Dans le discours tenu au Congrès des jeunes communistes en 1919, Lénine parlait de l'homme nouveau soviétique qui aime le parti et qui travaille avec abnégation pour le bien de la patrie socialiste. Les piliers entre lesquels Lénine plaçait l'homme nouveau peuvent être reconstitués par des assertions comme celle-ci, qui sont toutes tirées de Lénine. Nous ne croyons pas en la morale éternelle et nous considérons comme périmés tous les comptes sur elle, ou encore nous nions toute morale issue d'une notion hors de la classe, ou encore cette définition opérationnelle. La morale, c'est ce qui sert à la destruction de l'ancienne société exploiteuse et à la réunion de tous les hommes du travail autour du prolétariat. Bon, dans la période initiale, un portrait occasionnel de l'homme nouveau fut tracé par Trotsky. Voilà comment le leader bolchevique envisageait l'avenir en 1924. C'est des extraits de texte, mais je dois avouer que chaque fois que je le lis, ça me laisse un peu songeur. Trotsky écrit « L'homme commencera sérieusement à harmoniser son propre être. Il voudra maîtriser les processus semi-conscients et inconscients de son propre organisme. La respiration, la circulation, la digestion, la reproduction.
Et dans les limites inévitables, il cherchera à les subordonner au contrôle de la raison et de la volonté. L'homme s'efforcera de commander à ses propres sentiments, d'élever ses instincts à la hauteur du conscient et de les rendre transparents, de diriger sa volonté dans les ténèbres de l'inconscient. Par là, il se haussera à un niveau plus élevé et créera un type biologique et social supérieur, un surhomme si vous voulez. L'homme deviendra incomparablement plus fort, plus sage, plus subtil, son corps deviendra plus harmonieux, ses mouvements mieux rythmés, sa voix plus mélodieuse. Le type humain moyen arrivera, j'adore cette phrase qui est quand même somptueuse, le type humain moyen arrivera à l'envergure d'un Aristote, d'un Goethe ou d'un Marx, et au-dessus de ces hauteurs s'élèveront de nouveaux sommets. C'est l'article qui s'appelle Art révolutionnaire et socialisme dans Littérature et Révolution. Alors il faut dire que le peintre Malevich écrira dans la même veine « Arracher tout ce qu'a fait la raison de l'ancienne culture afin que l'homme nouveau puisse, en l'espace de quelques instants, tracer prestement par lui-même les systèmes des voies et que se dénouent les nœuds de l'ancienne sagesse cachée, qui n'est rien d'autre en réalité que la vieille étoupe remâchée du temps. » De ce point de vue-là, Mayakovsky est vraiment le poète de l'homme nouveau. Il fait sien ces mots de Malevich. Les mots seront extraits des livres et transformés en charbon ardent de la vie nouvelle. La patrie de la création est l'avenir, d'où souffle le vent des dieux du verbe. Le poète doit presser le temps, écrit-il. L'angoisse, l'étouffement derrière une limite posée, la volonté de surmonter les barrières statiques, voilà le thème dont il joue sans cesse les variations. L'appel révolutionnaire du poète s'adresse à tous ceux qui étouffent et n'en peuvent plus. Le moi du poète, comme le dit le grand linguiste Romain Jakobson, qui était un ami de Mayakovsky dans sa jeunesse et qui a écrit un très très beau livre sur Mayakovsky qui s'appelle « La génération qui a gaspillé ses poètes ». Il écrit « C'est un bélier qui cogne le futur interdit ». C'est la volonté lancée au-delà de l'ultime limite, d'une incarnation du futur, d'une plénitude absolue de l'existence. Il faut arracher la joie au jour à venir. L'élan créateur vers l'avenir est contrarié par la tendance à la stabilité d'un présent immuable qui se couvre de vieilleries routinières. Pour Klebnikov, Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevski sont à jeter par-dessus bord de la barque du temps présent. Être bourgeois, écrit Mayakovsky, ce n'est pas avoir un capital et jeter des pièces d'or par les fenêtres. C'est le talon des cadavres sur la gorge des jeunes gens, c'est la bouche bâillonnée par des boules de graisse. Être prolétaire, cela ne veut pas dire être noir de charbon, être celui qui fait tourner les usines. Être prolétaire, c'est aimer l'avenir qui fait sauter la boue des sous-sols, croyez-moi. La poésie de Mayakovsky a gagné la Russie comme un feu de forêt, écrit Elsa Triolet. J'imagine que sur ce point-là, on peut la croire. Il devient la vedette des soirées poétiques qui sont de véritables matchs de boxe. Il récite ses poèmes devant une foule déchaînée, hurlant de rage, d'enthousiasme. Pour lui, l'homme socialiste est un nouveau Prométhée, mais le monde qu'il édifie n'est pas seulement celui du travail et de la force, c'est celui de la beauté. L'ouvrier est l'artiste créateur de toutes choses. Il écrit « Tant, nous renverserons ta barrière du pied, 1000 arcs nuancent le ciel. Dans un monde nouveau s'épanouiront les roses et les rêves salis par les rimes du poète. Tout est fait pour le plaisir des grands enfants que nous sommes. » Mayakovsky entrevoit déjà les réalisations futures. Nous allons inventer des roses nouvelles, les roses des capitales aux pétales de place. Vous tous qui êtes marqués au sceau des tourments, venez chez le bourreau d'aujourd'hui, et vous saurez que les hommes peuvent être tendres comme l'amour, qui par rayon grimpe vers l'étoile. La poésie s'unira à chaque geste quotidien et ne fera qu'un avec lui pour Mayakovsky. La révolution va permettre la réalisation de tous les rêves. Notre âme sera des Volgas de l'amour des eaux confluentes. Que l'eau t'amène, un autre ou toi, chacun sera inondé d'un regard lumineux. Le long de chacune des plus fines artères, nous lancerons les bateaux de féerie des inventions poétiques. La révolution communiste donne vie au rêve. Le poète voit tout l'avenir. Octobre, c'est l'aube du rêve, écrit Mayakovsky. Même les sentiments de l'homme seront différents, nouveaux. Le communisme, mais qui boira le lait de sa rivière? Qui va savourer la gelée de ses rives? Les hommes. Quelles seront leurs pensées, leurs amours, leurs sentiments, leurs désirs? Je veux l'avenir tout de suite, dira-t-il angoissé à Gorky. Le poète sait bien que la révolution entraîne la perte
du poète, car il est la victime expiatoire sacrifiée au nom de la véritable résurrection universelle à venir. J'arracherai pour vous mon âme, l'écraserai pour qu'elle soit large et sanglante, vous la donnerez comme un drapeau. Il n'empêche qu'il faut poser la question de l'art et de l'avenir. Dans son grand poème inachevé, la 5e internationale, la fable projetée est la suivante. La première étape de la révolution, la transformation sociale du monde, est achevée. L'humanité s'ennuie. La platitude quotidienne a survécu. Il faut passer à un acte nouveau, à de nouvelles secousses mondiales. Une révolution de l'esprit dirigée par la 5e ou la 100e internationale au nom d'une nouvelle manière de vivre, un art nouveau, une science nouvelle. Mayakovsky va jusqu'à envisager une requête envoyée à un chimiste du XXe siècle pour que s'élève à travers les siècles l'atelier des résurrections humaines. Thème qu'on retrouve dans sa pièce Les Bains. Venant de l'avenir apparaît sur la machine du temps une femme phosphorescente, mandatée pour choisir les meilleurs et les transporter dans un siècle futur. Au premier signal, nous sommes emportés en avant, déchirant le temps caduc. Les hommes du futur doivent transformer non seulement ce qui est devant eux, mais aussi le passé. Il est temps de briser la barrière à coups de pied, comme nous l'avons écrit, tel sera le monde. Et mercredi, et hier, et maintenant, et toujours, et demain, et plus tard, dans les siècles des siècles. Il n'écrit pas Amen. De même pour les vers à la mémoire de Lénine. Et la mort ne doit pas le toucher. Il fait partie du budget de l'avenir. Les jeunes gens écoutent ces strophes sur la mort et leur cœur entend immortalité. Lorsque chaque pays s'avance vers l'homme futur avec ses présents, les meilleurs, la Russie, pour Mayakovsky, apporte la poésie. On retrouve la même revendication chez le poète Alexander Blok, qui rêve à la vie entièrement neuve qui naîtra de la Révolution. Il écrit « Tout refaire, agir en sorte que tout devienne neuf, que notre vie de mensonge, de saleté, d'ennui et de laideur devienne juste, pure, joyeuse et belle. » Dans les naufrages de l'humanisme en 1919, il écrit « Déjà se profile un nouvel individu, une nouvelle race humaine. Ce mouvement tend non pas vers l'homme éthique, politique ou humaniste, mais vers l'homme artiste. Lui seul sera capable de vivre et d'agir avidemment dans les tourbillons et les tempêtes de l'époque nouvelle, vers laquelle tend irrésistiblement l'humanité. » Meyerhold, quant à lui, avait commencé très tôt à penser et à agir en avant-gardiste, travailler passionnément pour détruire les anciennes formes et en créer de nouvelles. Quelle joie, écrit-il en 1891, ou « Je veux créer en détruisant » en 1902. Contre le psychologisme de Stanislavski, il propose une approche purement physique du jeu, inspirée du théâtre japonais, de la danse, de la commedia dell'arte. Le jeu nouveau rompt totalement avec le théâtre bourgeois. La stylisation remplace le naturalisme. Oui, en fait, c'est une histoire assez complexe et assez simple. Et je fais une toute petite parenthèse là-dessus parce que c'est assez central. Finalement, chez Stanislavski, l'idée naturaliste, c'est la vieille idée que le théâtre, c'est l'action d'imiter une action. Donc finalement, on imite des actions réelles. Chez Meyerhold, le théâtre a son langage propre. C'est pour ça qu'il fait tant référence à la commedia dell'arte ou au théâtre très formaliste oriental, au kabuki, au no, au bharatanatyam, au théâtre balinais. C'est-à-dire c'est un théâtre qui est extrêmement formalisé. Et on a tendance à penser que l'influence de Meyerhold est éteinte, mais en fait non. Quand on regarde par exemple ceux qui s'intéressent au travail d'Ariane Mouchkine, par exemple, savent qu'Ariane Mouchkine a beaucoup plus emprunté à Meyerhold, disons à la formalisation, à la théâtralité du théâtre, plutôt que de travailler sur un théâtre plus naturaliste, plus imitatif de la vie. Donc la stylisation remplace le naturalisme. Le théâtre ne doit pas imiter la vie. Il a ses propres moyens d'expression qui sont théâtraux parce que le théâtre dispose d'une langue propre, compréhensible à tous, écrit-il. L'action est soumise à des harmonies corporelles, musicales, picturales, poétiques. Il supprime rideaux et coulisses, réunit la scène et la salle avec un proscénium qui rapproche acteurs et spectateurs. Ici, le spectateur est un créateur qui doit, par son imagination, poursuivre les allusions présentées sur scène. Petite parenthèse, cette description du rapport entre la scène et la salle est exactement ce que Jean-Louis Barrault a fait quand il était à la gare d'Orsay, puis après, c'est-à-dire un proscénium très avancé, un théâtre quasiment sans coulisses, où finalement l'acteur s'enfonce quasiment dans la salle. Donc c'est aussi, d'un point de vue architectural, je veux dire, cette conception qu'a Meyerhold a eu des influences
très très importante après lui. Quant à l'acteur du futur, il sera entraîné par la biomécanique, dont on voit, je crois, quelques exercices en photo, là, qui est théorisé en 1918. Donc la priorité est donnée aux actions physiques par rapport aux émotions pour créer des images vives qui dépassent les limites de l'identification subjective et émotive. Tel se définit le théâtre de l'avenir. Recherche de la perfection expressive selon les critères du rythme, de la synthèse gestuelle et non de l'imitation du réel, c'est-à-dire l'élimination des gestes fortuits du quotidien. Le jeu de l'acteur passe d'abord par l'extérieur, par le corps. L'émotion perturbe la respiration, dit Meyerhold, et empêche l'acteur d'atteindre la maîtrise expressive souhaitée. Il s'agit d'une sorte de machinisation de l'acteur. C'est une chose que je n'ai pas notée, mais qui est assez intéressante, c'est que finalement, ce rapport à la machinisation est très important comme thème à l'époque. On connaît finalement l'influence du Fordisme, par exemple, hein, sur Lénine, et Meyerhold aussi. Finalement, il y a une espèce de rapport entre la mécanisation du corps pour arriver à une expression extrême, je dirais une super expression, qui passe par les fonctions corporelles. Et ce qui fait que dans les mises en scène de Meyerhold, enfin, il y a des petits bouts qu'on peut voir sur Internet, l'expressivité du corps est extrême, je dirais, une extrême expressivité du corps. Et par des mouvements, il peut y avoir 20, 30 acteurs sur le plateau. Enfin, c'est assez impressionnant à regarder. Hein. Que faire, demande Meyerhold, dans un aspect un peu provoquant de Meyerhold. Substituer des scènes de masse à l'adultère sur scène, monter la pièce à l'envers en commençant par la fin, enduire de colle les sièges des spectateurs, vendre les mêmes places à plusieurs personnes, envoyer de la poudre à éternuer dans la salle, organiser dans le parterre des scènes d'incendie ou de crime, meubler les entr'actes par des compétitions, courses autour du théâtre, lancement des anneaux et du disque, tout à la victoire de la vitesse et du dynamisme. L'autonomie que Meyerhold demande au théâtre, un théâtre théâtral, est une revendication de toutes les avant-gardes. Pour eux, tous les arts doivent se rapprocher de leur essence et se débarrasser de ce qui leur est facultatif ou étranger. Dans cet ordre d'idées, le peintre Larionov écrit en 1913 « La peinture est autonome, elle a ses formes, sa couleur, sa tonalité ». Cela dit, c'est la révolte de Meyerhold contre l'ordre établi dans le théâtre qui lui fait accepter de se mettre au service du nouveau régime soviétique. Pour Malevich, la révolution politique suit un chemin rigoureusement parallèle à la révolution picturale. Les mouvements d'avant-garde auxquels il a participé sont qualifiés de gauche par la critique. Nous séparions tous les artistes en deux camps, écrit-il en 1925, l'art de droite et l'art de gauche. Par de droite, on comprenait l'académisme, la représentation intelligible, claire et nette. Par de gauche, tout ce qui ne correspondait pas à cette clarté, netteté, intelligibilité. En avril 17, il participe à la décoration des défilés qui se dérouleront le 1er mai. Il est également élu membre de l'Union de jeunesse, puis en août au Soviet des députés de soldats de Moscou. Durant les 2 premières années de la Révolution russe, il gardera la même optique. Il voit une unité fondamentale entre les mouvements qui transforment l'art et la vie sociale, car l'un et l'autre cherchent des formes de vie nouvelles. D'abord fidèle à la doctrine futuriste, il attache une valeur absolue à l'innovation et au changement. Le postulat est celui de la transformation constante des formes de vie. L'ancien doit céder la place au nouveau. S'il résiste, il faut l'aider à disparaître. Je me réjouis toujours quand on démolit quelque hôtel particulier, déclare-t-il. De même, les musées ne sont pas indispensables. Mieux vaut penser à l'avenir. Au lieu de collectionner toute espèce de vieillerie, il est indispensable de former les laboratoires d'un appareil de construction universel, créateur. Il reproche maintenant aux futuristes de ne pas être assez radicaux. Ils veulent seulement inclure des machines dans la représentation. Il veut mettre en question le principe même de la représentation. Nous exigeons la destruction de tout et de toutes les bases de l'ancien, afin que de la cendre ne renaissent pas les objets et l'État. Les objets sont ceux que cherche à représenter l'ancienne peinture, l'État, celui qu'a détruit la Révolution d'octobre. Pour Malevich, la transformation picturale a commencé plus tôt que la révolution politique. Il lui a indiqué la voie à suivre. Les bolcheviks ont imité les suprématistes. Pourtant, les deux lignes ne se croisent pas vraiment. Malevich fait des emprunts au vocabulaire révolutionnaire de l'époque, mais les tâches qu'il se donne sont toutes esthétiques. Atteindre une réalité supérieure qui passe par le refus de l'ancienne conception illustrative de la peinture.
La peinture qu'il va créer, connue sous le nom de suprématisme, n'est plus le reflet de quoi que ce soit. Elle est une composante à part entière de ce nouveau monde que crée l'artiste. En situant son discours au niveau des concepts purs et en libérant sa création des attaches objectives, Malevich franchit le pas de la véritable innovation correctrice. On va en voir quelques étapes. D'abord, Vache et violon, qui est une toile de 1913. Le fond est cubiste synthétique, comme on dit, auquel il ajoute un élément étranger à la peinture moderne urbaine, une vache. Ce contraste de style s'appelle illogisme, allogisme, que Malevich définit comme élément de combat contre la logique, l'ordre naturel, le sens et le préjugé bourgeois. En fait, c'est un rassemblement des éléments qui n'ont pas de rapport entre eux. Le deuxième tableau est plus intéressant, c'est Éclipse partielle avec Mona Lisa de 1914. Je m'arrête uniquement sur un détail, la Mona Lisa barrée. Elle n'est pas un simple objet dont on peut ignorer la force en tant que signe culturel. Le portrait de Mona Lisa est le prototype de la belle peinture, celle que révère le plus grand nombre et que les traditionalistes jettent au visage de toute modernité comme l'image de la perfection. Or, ainsi qu'avec toute l'avant-garde et les futuristes en particulier, Malevich a dénoncé cette beauté passée, justification de toute esthétique réactionnaire. Il a moqué les nus, les gorges et ce qu'il appelle les jambons féminins, les tableaux des Madones et des Vénus avec un amour adipeux qui folâtre. Ce que traduisent ici les croix sur le visage et la poitrine de la Joconde, ainsi que les inscriptions qui prennent un sens ironique, éclipse partielle et sur le portrait même, appartement à céder, et plus bas, à Moscou. La reproduction biffée de rouge est déchirée et dominée par un rectangle blanc et un rectangle noir. La présence de formes géométriques se fait insistante. De plus en plus, elles prennent possession du tableau. Sans les collages et quelques tracés noirs, on serait déjà en pleine abstraction suprématiste. Juste une petite remarque, il y a deux artistes donc, modernes qui ont traité Mona Lisa, Marcel Duchamp, elle a chaud au cul, tout le monde connaît ce tableau. Marcel Duchamp qui rajoute une petite barbichette, une petite moustache à la Joconde et qui l'appelle Elle a chaud au cul. Et puis cette toile-là qui indique quand même le côté, je dirais, quasiment iconoclaste de Malevich. Il y a un côté très radical dans l'opposition de Malevich à la figuration. Le visage peint sur un tableau est une parodie pitoyable de la vie, écrit-il. Cette allusion n'est que l'évocation du vivant. La surface plan est vivante, elle est née. Le cercueil nous fait penser aux morts, le tableau au vivant. Carré rouge ensuite, on est en 1915. Et Malevich commente comme suit. Je me suis transfiguré dans le zéro des formes et suis allé au-delà du zéro, vers la création, c'est-à-dire vers le suprématisme, vers le nouveau réalisme pictural, vers la création non figurative. Le carré est une forme subconsciente, c'est la création de la raison intuitive, le visage de l'art nouveau. Le carré est un enfant royal, plein de vie. C'est le premier pas de la création pure en art. Avant elle, il y avait des laideurs naïves et des copies de la nature. Grâce à la pulvérisation de l'objet, les cubistes sont allés au-delà du champ figuratif et à partir de ce moment-là, a commencé une culture purement picturale. Le carré noir, il dit « La modernité peut difficilement tenir dans le triangle antique car sa vie, à présent, est quadrangulaire. Pour le nouvel art, il n'existe pas de renaissance. Seulement le processus historique de développement des formes de l'art en liaison avec les circonstances qui l'entourent. L'artiste ne peint plus pour représenter un objet existant en dehors du tableau, mais en vue d'une pure représentation, d'une pure présentation, c'est-à-dire la création d'un objet nouveau. Le carré est la face de l'art nouveau, écrit-il. Le carré est le premier pas vers la création pure dans l'art. Avant lui, il y avait des défigurations naïves et des copies de la nature. La croix, donc le carré est l'élément suprématiste fondamental à partir duquel Malevich en crée deux autres, la croix, par translation verticale et horizontale, puis le cercle par rotation du carré sur lui-même. Moi, je n'ai qu'une seule icône toute nue et sans cadre, comme ma poche, l'icône de mon temps. Puis ensuite, blanc sur blanc, je dirais que c'est mon préféré. Blanc sur blanc, 1918. Et il dit « J'ai trouvé l'abat-jour, j'ai troué l'abat-jour bleu des limitations colorées. Je suis sorti dans le blanc, vogué à ma suite, camarade aviateur, dans l'abîme, j'ai établi les sémaphores du suprématisme. J'ai vaincu la doublure du ciel coloré après l'avoir arraché. J'ai mis les couleurs dans le sac ainsi formé et j'y ai fait un nœud. Vogué, l'abîme libre, blanc, l'infini, devant vous. Nous, les suprématistes, nous ouvrons le chemin. Faites vite, car demain,
vous ne nous reconnaîtrez plus. Dans la vie courante, ces carrés ont reçu encore une signification. Le carré noir comme signe de l'économie, le carré rouge comme signe de la révolution, le carré blanc comme pur signe du mouvement. Malevitch arrive en 1919 à Vitebsk, en Biélorussie, pour enseigner dans une école d'art créée par Chagall la même année. Et puis il prendra la direction de l'école après le départ de Chagall, qui ne partage pas ses projets systématiques. Sous la direction de Malevitch, l'école se transforme en une institution utopiste. À son instigation, des salles publiques et des rues de la ville sont décorées de motifs suprématistes. Eisenstein, de passage, décrit une étrange singularité. Dans les rues principales, les briques rouges sont peintes en blanc. Et sur ce fond blanc courent des cercles verts, des carrés oranges, des rectangles bleus. Le pinceau de Casimir est passé sur les murs de briques, dit Eisenstein. Malevitch est fier de voir que les ouvriers, les soldats qui fréquentent les bâtiments décorés par ses soins s'y sentent bien. Cela montre que le prolétariat n'a nullement peur de l'art nouveau et qu'il l'accepte avec choix, commande-t-il. Son enthousiasme révolutionnaire est encore total. Il est temps de sortir sur la place rouge de l'art, où ce slogan écrit sur un mur lors d'une exposition en 1921, des barricades de la révolution communiste aux barricades de la révolution de la nouvelle culture suprématiste. Il prône également un renouvellement incessant. La nature change les formes et déduit, à partir du créé, sans cesse du nouveau. Même la nature n'est plus identique à elle-même pour lui. Le paysage change sans arrêt sous l'action historique. Au milieu des champs ont poussé des villages, au milieu des villages ont poussé des villes, dans celles-ci des temples, etc. En 1920, il crée Ounovis, affirmation de l'art nouveau. Son enthousiasme est tel qu'il lui fait donner à sa fille le prénom Ouna, l'éloge du changement social et sans appel. Les novateurs de la jeunesse, de la vie économique, ont porté les étendards de la Révolution en tuant les vieillards et en libérant la jeunesse. Exemple à suivre en art. Ceux qui sont à présent libres doivent sans tarder s'unir sur le drapeau du nouvel art et construire le monde pour tous. Nous devons, tel un ouragan puissant, entrer dans la mêlée pour détruire l'ancien et créer le nouveau. La charte de l'Ounovis proclame « Les inventeurs peuvent renouveler la vie nouvelle car l'inventeur est le maître du monde et de la vie ». Dans le même ordre d'idées, dans l'architecture, nous ne trouverons pas du tout contemporain le fait de construire des maisons individuelles séparées et réclamer l'élimination de toute trace d'art figuratif, réminiscence du passé marqué par l'individualisme. Or, le nouvel art marche sous le seul drapeau de la communauté. De même pour la famille, survivance individualiste, car tout individu né dans la société communiste appartient déjà à la société et à son éducation. Chaud. Malevitch envisage également un débordement de l'art sur les autres formes de vie. Il faut sortir le peuple de toutes les religions et le conduire à la religion de l'action pure, dans laquelle il n'y aura ni récompense, ni punition. Le monde s'avance vers la pureté et sa nouvelle existence commencera dans le suprématisme blanc. Sa perception extralucide lui fait produire des images qui touchent au sacré. Il m'est venu à l'esprit que si l'humanité a dessiné l'image de Dieu à sa ressemblance, il se peut que le carré noir soit l'image de Dieu en tant qu'essence de sa perfection dans la nouvelle voie du début actuel. Ce qui est sûr, c'est que la période antérieure au cours de laquelle l'art suivait docilement la vie pour la représenter est terminée. Dorénavant, l'imitation est remplacée par une construction systématique, planifiée, se développant en progression, aussi bien en art que dans le reste de la vie sociale. Très vite, dès 1924, Malevitch constate qu'aujourd'hui, de nouveau, on considère l'art comme un serviteur, un valet, une femme de chambre, bien propre. On considère l'art comme ce qui accompagne l'État et ses saints héros idéologiques, leur donnant une belle figure. Bon, les deux mouvements issus du séparatisme se séparent. Les constructivistes d'un côté, pour qui nécessaire la révolution artistique est subordonnée aux objectifs de la révolution sociale, puis les suprématistes de l'autre, qui plaident pour que les deux révolutions restent autonomes. Coordonnées, oui, subordonnées, non. Rodchenko remplacera Malevitch pour décorer les pièces de Mayakovsky. Un arrêt sur Tatlin s'impose. Contre le suprématisme de Malevitch, il fonda le productivisme qui devient constructivisme. Pour lui, les monuments érigés par les futuristes, avec leur surface déformée, n'échappent pas à l'idéologie bourgeoise. C'est le même culte du héros qui se perpétue. Or, le prolétariat est par essence étranger au culte du héros, pense-t-il. Pour lui, le monument moderne doit refléter la vie sociale de la ville. Seul le rythme des métropoles, des usines, des machines, ainsi que l'organisation des masses peuvent donner à l'art nouveau une impulsion.
La forme plastique de la révolutionnaire devra se séparer de la représentation de l'individu pour s'imprégner de la vie nouvelle et de l'esprit collectif. Il cherche à concrétiser dans l'espace l'élan dynamique du mouvement. Tatlin envisage des monuments machines qui seront à la fois monuments, œuvres d'art et constructions utilitaires. La matière doit être l'expression de toutes les énergies. Une question se posa alors, quels devaient être les nouveaux matériaux correspondant à l'art du prolétariat? La pierre et le bois, matériaux des constructions bourgeoises, sont considérés comme contre-révolutionnaires. On a du mal aujourd'hui, à imaginer les débats de l'époque, mais c'est vrai, j'ai vu des textes tout à fait saisissants. On explique que la pierre et le bois sont des matériaux contre-révolutionnaires. Le métal, le verre, l'acier, le béton sont les nouveaux matériaux par excellence. Le bois et la pierre limitent les besoins humains. La pierre est morte et restreint le développement de l'architecture, devenant un facteur de réaction. Le verre et le métal parviennent seuls à exprimer le rythme de la vie nouvelle et du socialisme. Alors que la bourgeoisie étend sa maîtrise sur l'espace par ses rues, ses marchés, ses constructions, c'est vers l'infini que s'élèveront les nouvelles constructions du prolétariat. Un projet de monument retient l'attention, c'est celui que vous voyez là, celui à la 3e internationale, qui devait être édifié à Saint-Pétersbourg, Petrograd, Leningrad. Il devait comprendre 3 grandes pièces de verre réunies par un axe vertical et présentant une série de surfaces de verre. Par un mécanisme spécial, le monument pouvait se mettre en mouvement avec ses différentes surfaces, chacune à une vitesse différente. L'espace inférieur avait la forme d'un cube et devait effectuer une rotation en 1 an. Il devait servir de salle de réunion pour les projets législatifs. Il devait s'y tenir les conférences de l'international et les séances de congrès. L'espace supérieur avait la forme d'une pyramide. Il effectuait sa rotation en 1 mois. Il devait abriter les organes exécutifs et les services chargés de résoudre les problèmes quotidiens. La 3e surface, la plus haute, avait la forme d'un cylindre et tournait chaque jour autour de son axe. Elle devait abriter les services d'information et de propagande, les bureaux de la presse, les télégraphes, de la radio et même une salle de projection cinématographique. Tatlin avait également imaginé la construction de doubles murs avec des espaces vides d'air entre les pièces qui permettaient de maintenir à l'intérieur de la tour une température constante. Les différentes parties de l'édifice étaient réunies entre elles par un système très compliqué d'ascenseurs qui se déplaçait à différentes vitesses selon les rythmes de rotation des surfaces. Idéologiquement, ce monument comportait 2 axes centraux étroitement unis, et dans la direction de ces axes s'accomplissait de chaque côté un mouvement vers le haut, qui donnait naissance à un mouvement contradictoire exprimant le moment dynamique de la destruction. La forme entière du monument symbolisait la victoire sur la matière, et la spirale elle-même représentait la victoire du prolétariat. Dans la littérature de l'époque, la tension de la spirale est comparée au muscle du forgeron. La spirale exprime non seulement la victoire du prolétariat, mais l'esprit des temps modernes. Alors que l'horizontalité est la ligne du développement de la bourgeoisie attachée au sol et aux pressions individuelles, la spirale est le symbole de l'humanité libérée par la Révolution. Évidemment, ce monument ne vit pas le jour pour tout un tas de raisons, des raisons de matériaux, des raisons techniques, bon, c'était impossible de faire un truc pareil, quoi. Mais c'est quand même intéressant de savoir que quelqu'un a pu imaginer une dinguerie architecturale pareille. Je crois que même à Dubaï, ils ne font pas des choses comme ça. Quant aux futuristes... Non, c'est pas le communisme, tu as raison. Ça, voilà. Quant aux futuristes, ils furent combattus par les théoriciens du prolet culte et les poètes prolétaires hostiles aux recherches formelles futuristes. En 1934, le premier congrès des écrivains soviétiques consacre la disparition de toute pluralité artistique, processus enclenché en 1932, avec la décision du parti de dissoudre les groupes et mouvements littéraires. Il faut dire que les révolutionnaires manifestent rarement un enthousiasme symétrique pour les œuvres d'avant-garde. Leur intérêt pour l'art est plus utilitaire, il doit servir leur action, et les œuvres de facture classique sont plus faciles à comprendre. Lénine ne trouvait aucun intérêt aux expérimentations verbales des futuristes. Quant à Trotsky, il écrit dans Littérature et Révolution, il serait extrêmement peu sérieux d'établir une sorte d'identité entre futurisme et communisme et d'en déduire que le futurisme est l'art du prolétariat. L'essentiel du programme des avant-gardes artistiques consistait à rejeter le passé, ce qui allait à l'encontre de la politique de parti bolchevique étranger à tout esprit iconoclaste. Le parti préfère souvent des artistes plus conventionnels, comme le poète Demian Bedny. Trotsky, qui considère Maïakovski comme un voyou anarchisant, loue l'œuvre de Bedny. Il écrit « Il est curieux de constater que ceux qui fabriquent les formules abstraites de la poésie prolétarienne passent habituellement à côté d'un poète qui, plus que quiconque,
a droit au titre de poète de la Russie révolutionnaire. La définition de ces tendances et de ces bases sociales n'exige pas de méthode critique compliquée, de Mian est là, tout entier, d'une seule pièce. Quant à Lénine, sa critique du poème de Maïakovski, 150 millions, est sans appel. N'est-ce pas une honte, écrit Lénine, de voter en faveur de la publication de 150 millions de Maïakovski en 5000 exemplaires? Sottise, absurdité, extravagance et prétention que tout cela. À mon avis, il n'y a qu'1 sur 10 de ces écrits qui vaillent la peine d'être publiés, et guère plus qu'en 1500 exemplaires pour les bibliothèques et les toqués. Et puis, dès les premiers jours de la Révolution, le parti bolchevique prit une série de mesures en vue d'assurer la protection, l'inventaire et la nationalisation de tous les biens artistiques. Alors que tant de théoriciens d'avant-garde étaient partisans de liquider la vieille culture, de fusiller Raphaël en même temps que les gardes blancs, de déclarer caduque la culture classique bourgeoise pour la remplacer par une nouvelle culture prolétarienne, de dynamiter les musées, gigantesques nécropoles qui nous encombrent, le parti allait promulguer une série de décrets pour protéger l'héritage du passé artistique et assumer sa transition et sa transmission. L'alliance des deux avant-gardes serait-elle née d'un malentendu ou de circonstances exceptionnelles? Une confusion entre deux sens du mot « révolution ». L'avant-garde serait-elle une maladie infantile du communisme, pour reprendre un titre célèbre? C'est ce qu'indique Marina Vetsaya en 1937. Elle écrit « La révolte intérieure du poète n'a rien à voir avec une révolte extérieure, et elle peut se retourner, et elle se retourne contre les révolutionnaires aussitôt qu'ils deviennent puissance légitime, c'est-à-dire imposée par la force. » Pour beaucoup d'artistes, la révolution, ou plutôt son rêve, avait quelque chose de mystique, de sacré. On pense à Alexandre Bloch et son poème « Les 12 ». À la tête d'un groupe de gardes rouges marche Jésus-Christ. Ou encore le poète André Bieli qui exalte le bolchevisme comme l'incarnation vivante du christianisme. On voit ici la profondeur du malentendu. Cela dit, à un niveau plus profond, artistes et révolutionnaires se pensent en démiurge. Les œuvres d'avant-garde rendent légitime la pratique de la table rase. La conception de l'art des avant-gardes est apparentée à celle du nouveau régime créé par la Révolution. Du coup, le paradoxe veut que ce soit sans doute la contre-révolution stalinienne qui s'approche le plus de la revendication de faire table rase du passé. Quand Staline se donne pour but de transformer les individus eux-mêmes, ne se comporte-t-il pas en artiste d'avant-garde, accordant peu d'attention aux traditions, aux formes de vie préexistantes, à la résistance du matériau humain? Ou le biologiste Lysenko, quand il écrit « Dans notre Union soviétique, les gens ne sont pas nés. Je n'ai pas été né comme un être humain, j'ai été fait un être humain. Dans notre pays, les miracles sont possibles. » À moins que ce soit le contraire, que Staline savait que l'homme nouveau n'existe pas, n'existera jamais, et que toutes les avant-gardes ne pouvaient parler que d'elles-mêmes, pas de l'avenir. Seul l'homme ancien, humain, trop humain, corvéable à merci, serf du Moyen-Âge ou stakhanoviste, utilisant les techniques nouvelles en vue d'améliorer le rendement. Je conclurai avec cette phrase de Jacobson dans son beau livre sur Maïakovski. « Nous nous sommes jetés vers l'avenir avec trop de fougue et d'avidité pour pouvoir garder un passé. Le lien du temps s'est déchiré. Nous avons trop vécu par le futur, trop pensé à lui, cru en lui. Nous n'avons plus la sensation d'une actualité qui se suffise à elle-même. Nous avons perdu le sentiment du présent. » Merci.